Passer à travers les murs, c'est un kiff qu'on aimerait tous pouvoir faire, et ils l'ont bien compris dans la science-fiction. Que cela soit avec Flash, Vision ou Kitty dans X-Men, passer à travers les murs est un pouvoir qui pourrait basculer plus du côté science que fiction. Promis, on garde l'esprit super-héros, mais on coupe la musique épique et on demande à la physique si tout cela est réaliste. Bon, tu connais la scène, le héros court, un mur débarque comme un point final, et non, pas de freinage, pas de clé, pas de poignée, il passe à travers. L'image te percute parce qu'elle casse une règle que ton corps connaît depuis que tu as appris à marcher, la matière, ça bloque. Et pourtant, à l'écran, Flash vibre et traverse. Vision baisse sa densité et se promène dans le béton. Kitty Pryde prend ta main et t'entraîne de l'autre côté comme si la brique était de la brume. C'est beau, c'est propre, c'est rapide, et c'est là qu'on se dit « Et moi je fais comment ?» Alors, le fantasme est extrêmement simple. Échapper au verrou, à l'obstacle, au non. Traverser un mur dans le cinéma ou même dans la réalité, ce n'est pas juste un tour de magie, c'est une promesse de liberté. Et ces héros qui nous fascinent ont chacun une manière différente de traverser la matière. Ainsi, on va d'abord regarder plus précisément comment chacun s'y prend, version fiction. Bon, tout d'abord le cas classique, Flash. Il a la Speed Force, cette énergie à la fois mystique et physique qui booste sa vitesse à des niveaux absurdes. Dans pas mal d'adaptations, on t'explique que s'il vibre assez vite, ses molécules s'alignent ou oscillent de façon à passer entre celles du mur. En fait, il décroche des interactions normales, puis il glisse. Les détails varient selon les scénaristes, mais l'idée reste toujours la même, vitesse plus vibration, ça fait intangibilité. Le deuxième cas, c'est Vision chez Marvel. Alors, Vision est un être synthétique avec un cerveau de vibranium et une pierre d'infinité vissée au front. Un de ses pouvoirs signature, c'est pas simplement de passer à travers des murs, c'est carrément d'ajuster sa densité. Très dense, il devient quasi indestructible, et ultra peu dense, il devient intangible. Il a un peu une densité curseur, donc de l'éthéré, donc tout ce qui est extrêmement léger, au béton. Enfin, Kitty Pryde chez les X-Men, donc aussi chez Marvel, elle, c'est la reine du phasing. Elle change de phase par rapport à la matière ordinaire. Elle peut même emmener d'autres personnes avec elle en les touchant. Chez elle, l'intangibilité est donc un état portable, transmissible. Bon, voilà, il y a 3 recettes différentes pour le même pouvoir, et les 3 prennent une contrainte microscopique, donc la matière n'est pas un bloc, elle est faite d'atomes séparés par du vide, et la transforme en tour macroscopique élégant. Au final, on a l'impression qu'il suffirait d'entrer dans les interstices. Ça sonne logique. Presque. En gros, la fiction a le raisonnement suivant qui dit que l'univers a des trous, il suffit de les viser. Et c'est là que tu commences à te dire que la science pourrait donc nous permettre de passer à travers n'importe quoi. Sauf que la science, justement, n'est pas un décor. Ce n'est pas une critique du cinéma, au contraire, le cinéma est l'art des arts, mais ici le but est de regarder la réalité. Car la réalité fait des lois qui ne s'évaporent pas parce qu'un héros met une cape. Le cinéma utilise un langage de métaphores puissantes, vibrer pour désactiver les collisions, baisser la densité pour ignorer les interactions, changer de phase pour se décaler peut-être d'un univers à l'autre. En 2 plans, ça marche. Dans la vraie vie, il faudrait préciser des trucs si on veut fantasmer dans la réalité. Fréquence de vibration de quoi exactement? Densité par rapport à quel volume? Avec quel maintien structure? Phase au sens de quoi? Onde, matière condensée, état quantique? Tu vois l'idée, l'art est beau, mais la réalité est une chose. Alors, avant tout, posons calmement les briques conceptuelles que la fiction simplifie. Tu n'as pas besoin d'un cours complexe, juste de quelques points d'appui pour comprendre ce qu'on va démonter par la suite. La première chose à avoir en tête, la matière est majoritairement vide. Si par vide, tu entends pas une bille pleine. Un atome, c'est un noyau minuscule, mais vraiment minuscule, et un nuage électronique qui occupe beaucoup d'espace. Même si en réalité, il n'y a pas de nuage. Je m'explique, il y a des particules, des électrons. Mais en physique quantique, quand on ne connaît pas la position d'une particule, elle a des probabilités de présence. Elle peut se trouver à cet endroit ou cet endroit, et en fait on donne des probabilités à tout ça. Elle peut se trouver à plein d'endroits en même temps, et tant qu'on ne l'observe pas, on parle de superposition des états quantiques. Quand je parle donc de nuage électronique, je parle donc d'un nuage de probabilité. Il y a plein de probabilités. Donc en fait, ce nuage de probabilité, c'est simplement un concept mathématique. Physiquement, on ne voit pas un nuage flou qui serait la particule répartie partout. Non. Et à chaque mesure, on détecte la particule en un point. Dès qu'on mesure, le nuage de probabilité s'effondre, on tombe sur un point. Tout cela pour en venir au fait qu'on pourrait se dire que puisqu'il y a du vide partout, alors il y a des autoroutes entre les atomes. On peut slalomer. Mais la réalité, c'est que ce vide est gardé. Il est tenu par des champs, des règles statistiques, des répulsions. Ce n'est pas la place qui manque. En quelque sorte, c'est l'autorisation.
Bon, la deuxième chose à avoir en tête, ce sont les interactions électromagnétiques. Ce sont elles qui expliquent la sensation de solidité quand ta main tape un mur. Les nuages d'électrons de ta main et ceux du mur se repoussent à courte distance. Pas question de fusionner sans payer un prix énorme en énergie. L'électromagnétisme, c'est donc la police de quartier de la matière ordinaire. Tu peux la charmer, la contourner localement, coller du scotch, faire glisser, chauffer, faire fondre, mais l'annuler, bonne chance. Enfin, troisième chose à avoir en tête, c'est que l'échelle compte. Les tours quantiques que tu as peut-être en tête, comme l'effet tunnel ou la superposition, sont réelles, mais à l'échelle des particules, ou des petits ensembles. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus dans la partie science un peu plus approfondie. Les objets macroscopiques, du genre toi, sont des orchestres de trillions de musiciens. Les faire jouer le même morceau quantique ensemble et au bon tempo, c'est peut-être possible dans un autre univers. Bon, avec ces trois briques en tête, on peut revoir rapidement nos trois héros. Quand Flash, il vibre, la fiction te dit en gros, il ajuste son état de manière à minimiser la probabilité de collision avec les atomes du mur. Il devient un fantôme de collision. L'idée est relativement séduisante parce que tu peux l'imaginer visuellement. Les pics de sa vibration s'insèrent entre les pics de la matière adverse. Mais souviens-toi, à ton échelle, la collision n'est pas juste deux billes qui s'entrechoquent, c'est une forêt d'interactions électromagnétiques qui refusent que deux nuages d'électrons se superposent. Et si tu forces trop, tu chauffes, tu ionises, tu casses. Et la fiction coupe court à ce carnage en disant « il vibre très vite ». Comme si la vitesse dissolvait la règle. C'est pratique, c'est aussi très optimiste. Ensuite, quand Vision il baisse sa densité, l'histoire est différente. Il ne s'agit plus de jouer à esquiver, mais de réduire la quantité de matière par volume pour que le mur n'ait plus rien à heurter. Tu imagines en fait un curseur. Hop, densité d'un bloc de plomb, et d'un coup hop, densité du quasi-vide. S'il atteint quelque chose proche du zéro, techniquement, il n'y a plus d'atomes pour rencontrer ceux du mur, donc plus de répulsion. Mais ça soulève une question, où va la matière retirée? Est-ce qu'elle se compresse ailleurs? Est-ce que sa structure interne, donc tout ce qui est cerveau, organes, circuits et tout, est-ce que tout ça, ça reste aligné quand on l'étire dans un volume plus grand pour garder sa forme visuelle? La fiction répond par des images magnifiques et évite le détail logistique. C'est son droit, encore une fois, aucune critique. Mais nous ici, le but, c'est d'être des chieurs. On a les sueurs froides de la cohérence mécanique. Maintenir une forme fonctionnelle quand tu joues avec la densité, c'est comme réécrire l'ingénierie de tout ce qui te compose. Bon, dernier cas. Quand Kitty Pryde change de phase, la métaphore devient franchement quantique. On te dit qu'elle n'interagit plus avec la matière normale pendant un moment, qu'elle décale son état de façon à ne plus échanger de force avec l'environnement. Ça marche à l'écran parce que le mot « phase » est aussi flou que puissant. Encore une fois, ça marche à l'écran, parce que quand dans la vraie vie, on vous parle de phase quantique avec des pierres pour vous guérir, c'est une arnaque. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. Ici, on s'intéresse au fait que le mot « phase » est extrêmement flou. Personnellement, je ne sais pas de quoi il parle, pour être sincère. Phase d'une onde, phase d'un matériau, déphasage d'un signal, c'est un mot pivot. En vrai, ne plus interagir impliquerait de neutraliser des forces bien précises à des échelles différentes, tout en gardant un contrôle total sur l'organisation interne. En gros, tu dois devenir transparent pour le monde sans te dissoudre toi-même. Ambitieux. Alors oui, à ce stade, tu as peut-être juste l'impression que je casse un peu la fête. Mais pas du tout. Je veux juste que tu voles le tour de magie de près avant d'ouvrir le manuel de la physique. Les films et les comics t'offrent un raccourci conceptuel splendide. Vibré, allégé, déphasé. On va prendre chaque raccourci et le dérouler. On va regarder simplement où il mène, où il heurte, où il décroche. Et on va garder le fun, promis, même si vous pensiez peut-être qu'on n'avait pas déjà jusque-là. Parce qu'en vrai, il y a vraiment un plaisir à comprendre pourquoi un mur te dit non. Et peut-être comprendre ce qu'il faudrait très concrètement pour que ce non devienne un peut-être. Ok, on range la cape et on sort les lois de l'univers. Tout d'abord, oui, un atome, c'est minuscule au centre, donc le noyau, et très large autour, donc le nuage d'électrons. Sauf qu'encore une fois, quand ta main s'approche d'un mur, ce ne sont pas des billes qui s'entrechoquent, ce sont des nuages d'électrons qui se repoussent à très courte distance. Cette répulsion vient du fait que les électrons chargés négativement n'aiment pas se superposer. Combine ça avec le principe d'exclusion de Pauli qui, dans ce cas, dit que deux électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique. Et en combinant ces informations, tu obtiens la sensation de solide. En clair, le vide existe, mais tu n'as pas le badge pour traverser la zone. Malgré ça, comme on a vu, la version Flash dit « tu vibres tes molécules à la bonne fréquence et tu t'insères entre celles du mur ». On va faire simple, vibrer dans un corps, c'est chauffer. La vibration thermique, c'est de l'agitation des atomes. Si tu augmentes massivement cette agitation, tu montes la température. Pas à 38,5 degrés, plutôt à bonjour les brûlures internes.
Même si on imagine un contrôle magique qui te permettrait de vibrer d'une manière cohérente, donc toutes les particules au même rythme, ça ne règle rien. Tu restes un sac d'atomes entouré d'électrons qui couinent dès que d'autres s'approchent. Pour passer entre, il faudrait réduire la probabilité d'interaction avec les atomes du mur à presque zéro. Or, tes électrons interagissent tout le temps. Ils rayonnent, ils diffusent, ils se couplent au champ voisin, et toi tu voudrais peut-être leur dire « Pendant 0,2 secondes, vous n'interagissez pas ». Eux, ils te répondront certainement « PTDR ». Bon, autre souci, la cohésion interne. Ton cœur, ton foie, ton cerveau, tes synapses, tout ça fonctionne parce que des liaisons chimiques gardent les molécules en place. Si tu fais vibrer trop fort, tu casses ces liaisons. Imagine une guitare qu'on accorde en tirant chaque corde. Tire trop et ça pète. À l'échelle moléculaire, ça s'appelle dénaturation pour les protéines, fusion si tu chauffes, ou franchement désintégration si tu y vas comme un bourrin. Ensuite, changer la densité, c'est changer la masse par volume. Vision dans la fiction garde sa forme, sa pensée, ses émotions, tout en passant de béton armé à fumée intangible. En vrai, si tu veux que ton corps ait moins de densité, il y a deux options. Premièrement, tu peux retirer de la masse, mais où tu la mets? Tu l'envoies dans une autre dimension, tu la compactes ailleurs? Tu vas laisser un tas de toi-même dans le couloir? Bonus, si tu enlèves la masse de ton cerveau, tu enlèves aussi les neurones, donc le logiciel. Et dans l'hypothèse où tu gardes ta masse mais tu augmentes le volume, donc le deuxième cas, tu restes toi, mais tu deviens un nuage ultra dilué. Problème, comment ce nuage conserve une architecture fonctionnelle? Tes axones ont des longueurs précises, tes synapses ont des distances contrôlées au nanomètre. Si tu gonfles tout, même de façon homogène, tu casses le timing des signaux nerveux. Tu changes les vitesses de conduction, traduction, plus de pensée stable. Le pire reste la resolidification. Disons que tu deviens intangible, tu traverses, puis tu redeviens dense. Si au moment où tu redeviens solide, des atomes du mur sont encore dans ton volume, tu vas chevaucher la matière existante. Le résultat plus que probable est une libération d'énergie monstrueuse. Des dégâts mécaniques type explosion localisée, fusion littérale avec le mur. Et pas au sens cool du terme. Et la fiction évite ce détail en postulant un timing parfait. En vrai, il te faudra un contrôle nanoseconde-nanomètre sur chaque point de ton corps pour garantir qu'aucun atome étranger ne reste prisonnier quand tu te resynchronises. Bon courage pour faire des expériences scientifiques. Enfin, le mot phase fait chic parce qu'il sonne quantique. L'idée la plus proche scientifiquement, c'est l'effet tunnel. C'est le cas possible où on peut traverser la matière. Et quand je dis on, je parle d'une particule. En fait, une particule peut, avec une petite probabilité, apparaître de l'autre côté d'une barrière de potentiel sans l'escalader. Tout ça, en fait, c'est grâce à la nature ondulatoire de la matière. Et oui, ça existe. Et on s'en sert en électronique, d'ailleurs. Si vous voulez comprendre, d'ailleurs, d'une manière plus poussée, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet il y a plus d'1 an. Mais bon, le hic, c'est que l'effet tunnel est ridiculement improbable pour des objets gros. La probabilité décroît exponentiellement avec la taille et l'épaisseur de la barrière. Un électron peut tunneler sur des distances nanométriques. Un humain, composé d'environ 10 puissance 28 particules, autant attendre que toutes les molécules d'air de ta chambre se poussent d'un côté par hasard et que l'autre moitié devienne vide pendant une seconde. C'est techniquement non nul, il y a une probabilité infinitésimale, mais pratiquement, ça arrive jamais. Donc peut-être, si tu t'appelles Dr Manhattan et que tu peux contrôler chacune des particules de ton corps, alors oui, tu pourrais, avec l'effet tunnel, traverser les murs. Or, ce n'est pas dans cet univers. Voilà, un grand merci aux tipeurs pour l'aide financière qu'ils apportent à la chaîne. N'hésite pas à m'aider pour le référencement en partageant, commentant, likant, t'abonnant et même maintenant en boostant. Merci d'être resté jusqu'au bout, à la prochaine.